Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour, un jeune monégasque dont la passion est le moteur, pilote de développement F1 pour la Scuderia Ferrari. On le retrouve également derrière le volant dans deux catégories, l'endurance d'un côté et l'Italian GT de l'autre. Entre technique et performance, il va pied au plancher et il lance une marque. Bonjour Arthur Leclerc. Bonjour. Alors, Italian GT, moi j'ai besoin que tu m'expliques parce que je comprends l'endurance. Ça, c'est celle qui court au Mans. C'est les voitures qui courent au Mans, par exemple. Oui, c'est les voitures qui courent au Mans. Donc, il y a la GT3 que je fais le championnat italien avec la Scuderia Baldini. Donc, sur une Ferrari 296. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est tout le temps l'endurance. Les deux catégories que je fais, c'est l'endurance, mais deux championnats différents. D'accord. Et l'autre championnat, c'est le LMS, donc l'European Le Mans Series, qui est avec la LMP2 où je cours avec Panis Racing. Ah, tu cours avec Panis Racing ? Avec Olivier, ouais. C'est vrai ? Ouais, bon, je cours pas avec lui, c'est le team manager du team, mais oui, c'est mon boss, on va dire. On dit toujours que quand on a été pilote, on devient un mentor pour les plus jeunes. Est-ce que c'est ça qui fait Olivier avec vous ? Quand on est team manager, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Bah bien sûr, après c'était un ancien pilote de Formule 1, il a gagné des courses, donc c'est vrai que voilà, ça reste quand même moi mon rêve depuis tout petit, c'était d'aller en Formule 1, donc bien sûr ça reste un mentor pour moi, et puis aussi je veux dire ses conseils, sa façon de voir les choses, il voit plus les choses d'un aspect pilotage, ce qui change un peu de team manager aujourd'hui qu'on peut voir parfois en Formule 1 ou en Formule 2 ou dans d'autres équipes. Qui ne sont pas des pilotes en fait. Ouais. Parce que, est-ce que de ton point de vue, quand on est pilote, puisque toi tu es jeune pilote et lui il est pilote confirmé, c'est la façon de dire pilote retiré, quoi. Est-ce qu'on reste toujours pilote quand on est pilote ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il aime beaucoup regarder les caméras embarquées. Voilà, on sent encore que ça lui plaît énormément le pilotage, et voilà, je pense que c'est un passionné. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il a cette équipe, c'est parce que il a envie de continuer à vivre sa passion à travers nous, au final. Tu dis depuis tout petit, mon rêve c'est d'aller en Formule 1. Depuis tout petit, tu as envie de conduire ? Parce que être pilote de Formule 1, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est piloter une voiture ou est-ce que c'est courir en Grand Prix ? Pour moi, quand j'étais petit, voilà, je voulais être dans le championnat du monde, course, voilà, de Formule 1, de faire de la Formule 1. Après, mon parcours a été très compliqué. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter le sport auto très très jeune. J'ai commencé à 8 ans, je me suis arrêté justement à 8 ans. Repris à 14 ans, arrêté à 14 ans, et j'ai commencé vraiment ma carrière, je l'ai débuté à 17 ans. Un ordre d'idée, c'est par exemple un Oliver Biermann qui était en Formule 3 à ses 17 ans, donc il avait déjà 10 ans derrière lui de sport auto, et moi c'était vraiment à 17 ans que j'ai commencé vraiment ma carrière dans le sport auto, parce que on n'avait pas trop les budgets, les moyens avec mon frère de faire ce sport en même temps. Donc voilà, moi ça a été un parcours assez atypique, on va dire. À mes 17 ans, je pensais pas du tout être dans le sport auto, et quand j'ai commencé à avoir des résultats qui étaient plutôt positifs, de monter jusqu'en Formule 2, déjà je trouve que ça c'était super, et c'est quelque chose que à mes 17 ans, si on m'avait dit ça juste avant de commencer la saison, je pense que jamais j'aurais cru. Donc t'as juste... tu dis 17 ans, il t'a fallu quoi pour arriver en Formule 2 ? 5 ans, quoi. C'est un peu moins. Ouais, un peu moins, mais après, c'est un sport qui est très compliqué. C'est à chaque fois, c'est soit tu performes, soit tu pars. C'est implacable, hein. Ouais. C'est soit t'es devant, soit non, quoi. C'est ça. Et puis il y a beaucoup de facteurs. C'est un sport vraiment, honnêtement, qui est pas facile. C'est très mental, et puis en fait chaque saison faut être au bon endroit au bon moment. C'est ça qui est très compliqué, ouais. Je pense avec ce sport. C'est pas tout le temps malheureusement des pilotes talentueux. Je pense qu'il y en a plein et qui arrivent pas forcément à exprimer leur talent, par exemple, parce qu'ils rejoignent une équipe peut-être à un moment où c'est un peu plus compliqué. Sur cette année, on prend l'exemple, par exemple, Victor Martins qui gagnait énormément en Formule 2 l'année dernière. Cette année, malheureusement, il a fait un début de championnat où il a scoré 0 points, et il faisait tout le temps dernier, avant-dernier. Donc en fait, il y a le facteur équipe qui joue beaucoup, et malheureusement, si dans toutes les catégories tu n'arrives pas avec la bonne équipe au bon moment, au bon endroit,
ben, malheureusement, sur la bonne voiture. Voilà, c'est ça. Et ça peut casser ça peut briser des carrières. Et malheureusement, c'est un peu le petit défaut, on va dire, de ce sport où c'est peut-être très compliqué tout le temps d'arriver au bon moment, au bon endroit, et puis aussi d'avoir le talent nécessaire, parce qu'il faut un talent pour aussi battre ses adversaires. Ouais, ça on peut imaginer que le talent tu l'as quand même, hein, puisque quand tu rejoins la Scuderia, enfin que tu deviens pilote Ferrari, est-ce que ça veut dire qu'ils ont repéré un talent? Parce que ils signent pas des pilotes qui ont pas de talent aussi. Non. Non, moi j'ai été pris, donc c'était à ma 2e année de sport auto, donc de ma carrière. Où encore une fois, ça a été super vite quand même. Tu dis j'ai commencé à 17 ans, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein, mais là, si on regarde, pour d'autres qui ont commencé à 8 ans, t'es allé plus vite. Oui, oui, c'est sûr. Après, je recommande pas honnêtement mon parcours, mais oui, c'est sûr. Je pense que j'ai eu énormément de chance. Voilà, tous ces concours de circonstances avec mon frère qui arrive en Formule 1. Parce que chez les Leclerc, c'est une histoire de famille. Hein. Ouais. Parce que c'était votre papa déjà, et puis ton frère, maintenant toi. Enfin, c'est. Oui, je pense qu'on a eu vraiment. Le virus. Voilà, beaucoup de chance et puis énormément de talent que Charles a eu, qu'en karting il a gagné depuis tout petit. Et il y a une année où on n'avait plus de budget pour me faire conduire moi. Mais pour Charles aussi, c'est là où Nicolas Todd est arrivé et a dit bon, maintenant c'est soit tu gagnes, soit alors soit on arrête. Donc, et puis il a gagné, et puis maintenant il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Mais oui, non, c'est sûr que je veux dire, moi, ma 2e année, donc j'ai fait 3e en Formule 4. Ensuite, je suis passé en F3 régional, où j'étais premier du championnat jusqu'à la dernière course. Et j'ai cassé le moteur. Tu as cassé le moteur la dernière. Celle-là, je m'en souviens, c'était un crève-cœur. Et ouais, non, j'ai émotion cette dernière course. Mais c'est là où la Ferrari Driver Academy m'avait pris. Et puis ensuite, j'ai fait mes 2 années de Formule 3 et je suis allé en Formule 2. Et puis après la Formule 2, maintenant, je suis parti en endurance. J'ai tout le temps un pied dans Ferrari. Parce que je suis pilote développement Ferrari, donc je passe beaucoup de temps sur le simulateur. Par exemple, là ils sont à Singapour, moi je fais le race support, ce qu'on appelle, pendant le week-end, donc ça veut dire que pendant la free practice 1 jusqu'à la free practice 3, on essaie de régler la voiture et on essaie de gérer les différents problèmes qu'ils ont sur le circuit, donc pour leur donner un support supplémentaire et pour essayer de régler la voiture le mieux possible. Ce que tu m'expliques, c'est que il y a celui qui fait les essais sur le circuit, et puis il y a des gars comme toi qui conduisent en simulateur en même temps, sur la même période de temps, pour essayer de comprendre comment ça marche, quoi. C'est ça. Donc, par exemple, à Monza, on avait un nouveau package aéro, donc le Downforce, et ce simulateur, il est très très important dans des courses comme ça où on n'est pas vraiment habitué, ou dès qu'on fait des changements sur la voiture comme ça, on peut vraiment régler cette voiture au simulateur à Maranello. Donc il y a vraiment une équipe qui est à Maranello et qui s'occupe du simulateur et aussi de ce qui se passe sur le circuit, et une équipe sur le circuit qui s'occupe vraiment de ce qui se passe en FP1, FP2, FP3, et puis ensuite qui deal avec les informations qu'on reçoit du simulateur. Donc voilà, moi mon job, on va dire, c'est qu'après la free practice 1, dès qu'il y a Charles ou Carlos qui sortent de la voiture, qui disent qu'ils ont un problème, moi le but c'est de résoudre ce problème au simulateur avec l'équipe bien sûr à Maranello. Voilà. C'est-à-dire, en fait, tu te concentres sur le problème en essayant de voir d'où ça vient, ou c'est les ingénieurs, c'est le mélange de ton impression et des ingénieurs qui travaillent? C'est le mélange, donc bien sûr il y a l'idée principale, donc premièrement on essaie d'ajuster la voiture, le donc simulateur. Ils font des modifs, par exemple il dit, je sais pas moi, ça bouge à gauche, donc ils essayent de travailler sur, enfin il dit pas ça, mais il dit ça survire à gauche, je sais pas si c'est possible, et ils travaillent là-dessus, ils te font essayer avec les modifs, c'est ça? C'est ça, donc en fait pour faire simple, c'est très compliqué de prévoir ce qui va se passer sur un circuit, donc il y a le facteur grip, la gomme, je veux dire la température, tout a un impact vraiment sur le grip, sur la façon dont la voiture accroche, que ce soit à l'avant ou l'arrière. Donc en fait, après la free practice 1, on essaie d'avoir les mêmes problèmes qui se passent sur le circuit. Voilà, les mêmes conditions. Ça veut dire que s'il y a un virage où il y a un peu moins de grip à l'arrière, où on perd l'arrière, où ils perdent l'arrière, pardon,
et ils ont un peu de mal, moi, on va me reproduire ça un peu sur le simulateur. Et puis ensuite, une fois que j'ai les mêmes problèmes qu'en réalité, là, ensuite, on peut travailler et dire, OK, on va changer les réglages pour essayer d'améliorer ce virage-là et essayer d'avoir une direction, on va dire, et d'apporter le plus de soutien au circuit. Donc, en gros, entre la Free Practice 1 et la Free Practice 2, il y a tout un travail qui se fait, bien sûr, pour justement essayer de régler les problèmes qu'ils ont au circuit. Et pour la petite anecdote, comme j'étais pilote simulateur pour Monza, parce qu'il y a 4 pilotes simulateurs, du coup, j'ai pu faire le simulateur à Maranello, et juste après, je suis après la Free Practice 2, à partir de la Free Practice 3, je suis allé dans le garage, et puis j'ai pu voir mon frère gagner. Voilà, c'est ça. Ouais. donc c'était super cool de fêter ça aussi en famille, et de voir aussi que le travail que tu fais, ça porte aussi ses fruits sur... Bah oui. C'est une partie infime, on va dire, du travail, parce que bien sûr, c'est les ingénieurs qui ramènent ces possibilités. À la fin, sans ingénieur, on peut rien faire, mais on va dire qu'on peut contribuer, on se sent un peu... voilà. Bah oui. Est-ce que sur le simulateur, tu as vraiment des sensations, puisque toi, tu pilotes sur circuit, est-ce que tu as vraiment les mêmes sensations dans un simulateur que quand tu es sur circuit? Est-ce que tu as l'impression d'être dans une voiture, en fait? Alors, oui, mais c'est pas sur tous les simulateurs comme ça. C'est vrai? Non. Je pense que voilà, celui de Ferrari, c'est le seul. C'est le top. Je pense que tous les simulateurs que j'ai essayés, même que ce soit en Formule 2, des choses vraiment pro, j'ai jamais eu un feeling comme j'ai avec celui de Ferrari. C'est très très compliqué de faire un simulateur proche de la perfection, de faire un modèle pneu qui tient la route. Le pneu, c'est le plus compliqué à simuler parce que c'est très 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 complexe. Et celui de Ferrari, ils ont fait un boulot qui est énorme, et on passe énormément de temps, ils passent énormément de temps à le développer. Et c'est vrai que c'est juste incroyable. Jamais j'aurais pu penser, après tous les simulateurs que j'ai fait dans le passé, que Ferrari puisse se rapprocher autant de la réalité. Ouais. Ça donne des sensations quand même. Est-ce que parce que bon, j'imagine que tu préfères courir en circuit, mais être dans un simulateur, est-ce que ça peut donner des sensations de pilotage réelles? Non, pas vraiment. Et après, honnêtement, les sensations, je pense que tu les as peut-être les premiers tours, même mes premiers tests en Formule 1, tu les as le outlap, ouais. Dès que tu sors des stands, et puis ensuite, après, t'as plus trop de sensations, ouais. T'es plus concentré sur le travail, sur ce qu'il faut faire qu'autre chose. Donc le simulateur, moi, c'est devenu un peu comme une espèce de routine. Donc non, en termes de sensations, pas trop. Par contre, bien sûr, focus sur l'objectif, sur le travail à faire. Est-ce que... Alors moi, je me pose souvent la question, peut-être tu vas pouvoir me... est-ce que la radio... ça dérange, parce que tu dis qu'il faut être focus pendant toute la course. Quand tu as quelqu'un qui te parle en permanence pendant que tu cours, est-ce que ça peut perturber? Non, au contraire, moi je trouve que c'est un support. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas la radio, mais, ouais. Mais c'est un j'imagine, support. Hein, mais... Pour avoir la compréhension en vrai de tout le circuit et de toute la course, moi je m'en sers énormément, et ça me sert énormément. Tu parles, toi? Oui, je parle beaucoup, mais en F2, en F3, en F2, en F3, c'est diffusé à la télé, donc, mais par contre, en endurance, je pense que c'est pas diffusé. Donc, on n'entend pas les pilotes, l'interaction avec les pilotes, les ingénieurs. Mais moi, je suis un pilote qui aime beaucoup recevoir les informations, de savoir si on est sur la même stratégie, les mêmes pneus, le même poids au niveau de l'essence. Donc, je trouve que c'est plus un support qu'autre chose. Après, bien sûr, il faut que l'ingénieur parle, on va dire, à des moments spécifiques, c'est-à-dire tout le temps dans la ligne droite. Sûr que s'il me prend la radio en plein virage, là ça peut déstabiliser parce qu'on n'entend plus le régime moteur, ça nous perturbe un petit peu, et puis au final, dès qu'on conduit, on conduit pas seulement avec la vision, on conduit aussi avec l'ouïe. C'est ça. Donc dès qu'on bloque les roues, on entend le régime moteur qui va un poil plus bas, qui descend un peu plus vite que d'habitude. Donc là, on sent qu'on commence à bloquer les roues arrière. La vision, peut-être pour voir les roues avant. Il y a beaucoup... Tout, en gros, les capteurs sont vraiment... Ah ouais. Les capteurs, on va dire. Mais non, mais j'ai compris ce que tu dis. Ils sont tous... Tu as pratiquement tout en alerte, mais justement, tu dis la vision pour les roues avant. Et moi, tu parles de caméra embarquée. Parfois, quand je regarde la caméra qu'ils mettent sur le casque du pilote, oui. Je me dis, mais ils y voient rien, en fait. Non, on voit. Je pense... honnêtement, je trouve qu'en caméra
En caméra dans le casque, je trouve qu'on voit même plus, enfin c'est plus fluide qu'en réalité. Après, je sais que la Formule 1 c'est très stable, ils ont des amortisseurs, des suspensions qui sont incroyables. Mais je pense qu'on met une caméra sur le casque en Formule 2, en Formule 3 ou alors même en LMP2, on voit rien. C'est vrai. C'est fou. On n'a pas les mêmes suspensions. Tu es en train de me dire que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Comment tu ajustes ta vision alors? Bah faut c'est être. Une habitude. Oui, c'est une habitude. Mais c'est vrai que voilà, en F2, je me rappelle, il y avait des moments où j'avais du mal en fin de ligne droite avec le bottoming. Donc c'est quand la planche en fait elle touche le sol. J'avais du mal à voir juste les panneaux, voir 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres. C'est des fois la visibilité est très réduite juste à cause des tremblements ou alors dès que tu prends un vibreur que ça secoue énormément. Les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est physique et en même temps aussi ça secoue dans tous les sens. Des fois c'est dans les circuits en ville, je pense comme à Bakou, comme à Jeddah c'est très flat, mais je veux dire ou Monaco. Des fois, dès que. À Monaco, ça doit. Alors, ils refont des morceaux de circuit chaque année. Enfin, des morceaux de circuit. En fait, c'est les rues de la ville. Hein. Ils refont le goudron. À chaque fois, je crois que c'est 35% chaque année du circuit qui refait. Mais tu es en train de me dire que ça gondole un peu quand même. La moindre petite bosse, honnêtement, on le sent. Et dès que tu passes à 300 km/h sur une petite bosse, on peut voir 50 km/h. Des fois, on a l'impression que ça bouge un petit peu. Nous c'est pareil, sauf qu'on est à 300 km/h, la voiture elle fait 2 mm de haut parce qu'on veut être le plus proche du sol pour l'appui aérodynamique. Et puis les suspensions sont très très dures. Tu sens quand tu es assis que tu es vraiment à ras le sol? Oui, bien sûr. La moindre petite bosse, même des fois on voit pas juste une aspérité, ça touche et ça tape. Ça tape très fort. Ça fait mal? Parfois ça fait mal. Il y a des fois où bien sûr dès qu'on sort sur des vibreurs et qu'on sort un peu trop fort, on a déjà vu plusieurs fois que juste sur un petit vibreur, la voiture elle vole. En Formule 2, c'est arrivé à Silverstone je crois. Parce qu'en Formule 2 j'ai l'impression que les voitures elles sont... Alors tu disais c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes suspensions, amortisseurs. On a l'impression qu'en F2 les voitures elles sont moins stables quand même. Elles sont beaucoup moins stables. Il y a donc les suspensions comme on a dit c'est moins performant qu'en Formule 1, mais aussi l'appui aérodynamique, c'est ce qui fait énormément. En F1, je pense qu'on verra jamais une voiture décoller sur un vibreur, tout simplement parce qu'il y a tellement d'appui aérodynamique que je veux dire la force. Aussi, non elles sont pas plus larges. Moi, visuellement, j'ai l'impression qu'elles sont plus larges. Mais... elles sont un peu plus larges. Mais il y a tellement d'appui aérodynamique que maintenant, aujourd'hui, pour qu'une F1 décolle, c'est très compliqué. Généralement, c'est tout le temps la suspension qui lâche. Ah ouais? Oui, avant, à chaque contact de roue, c'est-à-dire que quand la roue avant, elle touchait la roue arrière, ça entraînait la voiture et ça partait un peu dans les airs. Aujourd'hui, il y a tellement d'appui aérodynamique que la voiture, elle décolle plus. C'est la suspension qui monte en l'air et puis la voiture, elle reste par terre. Elle reste par terre. Aujourd'hui, je pense avec le niveau d'aéro qu'ils ont en Formule 1, à partir de 130-140 km/h, on est capable de faire rouler une Formule 1 à l'envers, sur un toit, par exemple. Ah ouais? Oui. Non, c'est dingue ce que tu dis là. C'est énorme. Il y a énormément de technologie. Et puis en fait, c'est quelque chose qui, d'année en année, en fait, on a l'impression que ça progresse à une vitesse... C'est énorme. Et puis la Formule 1, c'est vraiment la pointe de la technologie. C'est aussi pour ça que j'aime autant faire le simulateur. Parce que on pousse vraiment pour avoir les dernières évolutions de tout quoi. Voilà, c'est ça. Et puis c'est juste incroyable. Et chaque en fait partie, que ce soit le freinage, ça c'est vraiment simplifié, l'accélérateur, la partie aéro, suspension, on s'en rend pas compte, mais tout est optimisé, mais à 99,99% de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais. Quand tu as fait du simulateur comme ça à niveau, parce que tu me disais c'est un des meilleurs que j'ai vu, donc est-ce que tu as l'impression quand tu retournes dans ton baquet que ça t'a donné quelque chose? Oui, bien sûr, ça m'aide énormément. Ça m'aidait plus en Formule 2 parce que on faisait vraiment les mêmes circuits, on préparait les week-ends. Maintenant, LMP2, c'est un peu différent. C'est une voiture qui est très différente à conduire. Ça n'a rien à voir. Donc, alors là, il faut que tu m'expliques. Une voiture différente à conduire. Ça veut dire que quand tu es dans une endurance qui, pour le coup, alors là, elle est carrément plus large. Oui. Elle est presque plate.
C'est presque comme une assiette, quoi. C'est un truc. Et ça, c'est dur à conduire ou pas? C'est assez dur à conduire. On va dire que c'est quand même plus facile que la Formule 2, parce que je pense qu'aujourd'hui la Formule 2 c'est la voiture la plus compliquée à conduire de toutes les catégories. Ce que j'entends, c'est oui. Si ça saute partout, si tu vois pas les panneaux, enfin c'est dur à conduire quand même. Hein. Ouais, non, je pense que c'est c'est la plus compliquée, c'est la catégorie la plus compliquée que j'ai pu conduire dans ma vie, même en comptant la Formule 1. C'est pas plus c'est rapide et plus c'est compliqué. La LMP2 c'est juste un style différent à conduire, les pneus sont pas les mêmes, donc déjà ça change énormément. Les pneus juste ils sont énormes les pneus de LMP2. Non, ils sont plus petits que la Formule 1. Ah oui? Ouais. Ah bah tu vois, ça donne pas cette impression quand on les regarde monter sur la voiture, quoi. Ouais, non, en tout cas, je crois, hein, j'espère pas dire de bêtises, non, mais en tout cas, ils sont pas plus grands. Voilà. Ce que tu me dis, même s'ils sont légèrement plus petits ou slightly, tu vois. Bon, mais visuellement, moi, j'avais l'impression qu'ils étaient plus grands, tu vois. Non. Bah, c'est une voiture, en fait, vraiment, c'est plus lourd, donc déjà, ça donne un style de pilotage différent. Ouais, ça doit être lourd, ouais. Ouais. Et ça braque. Oui, bien sûr. J'imagine, c'est une voiture de course. Mais... Non, une LMP2, honnêtement, c'est très très rapide. Aujourd'hui, je pense que ça roule dans les temps d'une Formule 2, donc ça reste peut-être un poil moins vite, mais c'est dans les temps d'une Formule 2, donc c'est une voiture qui est très très rapide. Maintenant, c'est juste qu'un style de pilotage qui est complètement différent, un style de réglage, on va dire, de régler la voiture qui est complètement différent. C'est juste tout est différent. C'est peut-être pas tout à fait la même perf. Hein. Tu sais, moi je fais du footing. Quand je fais de l'endurance, c'est pas pareil que quand je fais de la vitesse, quoi. Ouais. Est-ce que avec une voiture qui a les mêmes perfs, en fait, l'endurance, j'imagine, hein, c'est de l'amener le plus longtemps possible. Donc c'est peut-être pas exactement la même chose que tu dois faire à chaque tour, quoi. Voilà, c'est ça. L'approche est complètement différente en tant que pilote. Donc, on doit être un peu plus calme. On doit moins faire d'erreurs. C'est très important de ne pas faire d'erreurs, surtout sur des courses de 4 heures aujourd'hui. Mais peut-être demain, quand je ferai les 24 heures du Mans, ce sera encore plus important de faire 0 erreur. Parce que de perdre 1 dixième dans un tour... C'est énorme, hein. Voilà, c'est beaucoup, mais je veux dire, en endurance, c'est pas non plus énorme. On préfère perdre 1 dixième par tour ou dans 1 ou 2 tours de faire une erreur qui coûte 2 ou 3 dixièmes que de faire une grosse erreur et de perdre 10 secondes ou 15 secondes. Et donc, faut être le plus constant possible. Mais après, je veux dire, en termes de dégradation, par exemple, des pneus, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est plus simple que la Formule 2. La Formule 2, c'est une catégorie qui est très compliquée avec des pneus qui sont très très soft. Très... Ah ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Ouais. C'est qu'en F2, il n'y a pas les 3 catégories de pneus. Hein, comme en F1. Il y en a 2, donc 2 par week-end. Une allocation de 2 pneus différents par week-end. Et, tu les utilises pour les qualis aussi, enfin pour les trials aussi. Les tests. Ouais. Donc tu les mets en quali et en course, ou tu as des pneus neufs pour la course? On utilise la gomme la plus tendre en Formule 2 seulement pendant la qualif, parce qu'on est limité en termes de pneus. Je crois qu'on a seulement 2 trains et on essaie de garder un train neuf pour la course. On essaie vraiment de garder ces pneus neufs, ces pneus le plus soft pour la qualif, parce que... Les pneus plus soft, pour ceux qui ne savent pas, je crois que maintenant on sait, parce que avec les aventures de Charles, mais pas seulement, hein, on a compris que les softs, ça s'abîme plus vite, c'est ça? C'est des pneus qui donnent plus de grip, mais qui alors ils accrochent plus, mais ils s'abîment plus vite. Ouais. Donc, en gros, en Formule 2, c'est là où il y a beaucoup de dégradation. C'est que c'est des pneus qui sont faits pour des courses sprint, on va dire. Donc, c'est des pneus très soft qui dégradent énormément. Ou en endurance, c'est des pneus très durs pour aller très loin. Donc, en endurance, on n'a pas soft, hard, medium. On a seulement un pneu qui est donné pour le week-end, et généralement c'est un pneu très dur et c'est assez simple à... Ouais. C'est assez simple à... C'est l'équivalent d'un, je dirais même un super hard. C'est vrai? Non, ça dégrade très peu. Ça veut dire, si je t'écoute, ça veut dire que t'as moins de grip alors? T'as moins de grip, mais d'un autre côté ça dure beaucoup plus longtemps. C'est ça. Donc ton pilotage forcément il est légèrement différent. Tu pousses plus en LMP2 qu'en Formule 2. Tu pousses plus? Tu vois, vas pousser je t'aurais dit, t'es plus prudent. Bah non, tu pousses plus alors. Alors ça dépend ce qu'on appelle par prudent. En termes de vitesse pure, bien sûr, c'est deux voitures différentes, donc on va être un peu moins rapide en LMP2 qu'en F2, juste parce que la voiture est différente.
Mais en termes de, on va dire, dès qu'on a un pneu soft par exemple pour pas dégrader en Formule 2, ce qu'on fait généralement c'est qu'on commence à pousser, on va dire, à 80% en début de course, et on finit à 90% pour pas user tout le jus, on va dire, du pneu. Si je pousse direct à 100%, je vais faire un tour, 2 tours. Au bout du deuxième tour, j'aurai plus de pneus. On va m'appeler pour rentrer au stand parce que je serai à 10 secondes des temps qu'il faut faire, et donc c'est pas l'idéal. En LMP2, on va dire, je vais pousser à 95%, et ça toute la course, parce qu'il y a beaucoup moins de dégradation et le pneu me donne la possibilité, on va dire, de pousser plus et de garder une durée de vie plus longtemps. C'est ça, quand tu dis pousser plus, pardon si je t'ai interrompu, mais ça veut dire c'est plus intense en fait. Pousser plus, ça veut dire on va prendre un virage normal, au lieu de garder 200 km/h comme en qualif où on pousse énormément, je vais en mettre 195, donc lâcher seulement 5 km/h. Ou peut-être qu'en Formule 2, pour garder les pneus, je vais mettre 185 km/h au lieu de 200 km/h parce que j'ai envie de garder la durée de vie. Et tu peux, toi, pilote, dans ton baquet, dire celui-là, je le passe à 180. Oui, tu relâches un peu l'accélérateur, c'est comme dans la voiture. Bah oui, mais moi parfois ça marche pas. Tu vois, je dis là il faut que je redescende à 70 parce que sinon je vais me prendre un radar, mais j'y arrive pas, hein, il faut que je freine quoi. Oui, non, mais après ça va, c'est notre boulot, donc j'espère qu'on y arrive, parce que sinon. Bah oui, bah c'est ça que je te dis. Donc en fait, c'est tu calcules dans ta tête, selon ce que tu demandes à ta voiture, tu sais combien tu vas faire. Oui. Après, c'est un peu le travail de tout pilote. C'est de savoir exactement, de jouer un peu avec la limite, quoi. C'est ça. Ça t'arrive à la radio, on te dit là tu vas pousser, tu vas faire 195 et tu dis c'est bon, je vais passer un peu plus vite. Toi, tu choisis. Ça t'arrive ou pas ? Non, mais alors c'est pas les ingénieurs qui choisissent, bien sûr. Les ingénieurs ils conseillent, mais une fois que t'es dans la voiture, t'es seul et c'est toi qui conduis la voiture. Donc, c'est toi qui choisis ? Oui, et puis surtout en F2, en F3, ils ont pas les datas en temps réel, donc ils savent pas exactement à combien tu vas. Ouais. Ils savent le temps autour, mais le temps autour, au final, ça veut pas dire grand chose. Quelqu'un qui a. Ah oui, ça je te confirme. Moi, sur 10 km, tu prends les splits. Ouais. C'est pas tout pareil, quoi. C'est pas, voilà. Tu vois, et c'est pas parce que j'ai fait un super split au milieu que je vais faire plus vite à la fin, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est pas. Donc, oui, c'est différent. C'est beaucoup l'impact du pilote qui fait la différence sur les pneus. Après, ça, c'est dans les catégories où toutes les voitures sont pareilles. Donc, en F2, en F3, en LMP2, maintenant en Formule 1, il y a des facteurs différents, comme toutes les voitures sont pas les mêmes. Rien que le niveau, l'appui aérodynamique, par exemple, il suffit qu'il y ait une voiture qui a un peu plus d'appui qu'une autre. Elle va moins glisser dans les virages en gardant la même vitesse. C'est-à-dire qu'à 185 km/h, il y en a une qui va plus glisser parce qu'elle a moins d'appui, et il y en a une autre qui va passer à 185 et il n'y a rien qui va se passer. Donc ils vont user moins les pneus qu'une autre voiture. Ouais. Donc ça, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup ? Quand je t'écoute, je me dis... alors déjà, j'ai l'impression que tu contrôles un peu tout. C'est-à-dire que tu penses à tout en même temps. C'est pas juste « je veux aller vite », quoi. Non, je pense que c'est aussi dans tous les pilotes, et c'est comme ça aussi que tu te formes. Mais c'est pas seulement piloter, c'est aussi connaître la voiture à 100%, être... C'est plus que du pilotage. Aujourd'hui, les pilotes en F1, c'est pas seulement juste monter dans la voiture et savoir conduire. C'est pas comme ça. C'est plus comme ça. Ça a pu l'être, je pense, avant, où on avait peut-être un peu moins de connaissances. Aujourd'hui, tu dois comprendre la voiture pour la conduire. Et même, il y a tellement de boutons sur le volant à toucher pendant que tu conduis pour justement te rendre la vie plus simple, que tu es obligé de savoir comment la voiture fonctionne réellement pour être rapide. Il y a plein de boutons qu'on touche dans le volant ou pendant le tour, justement, pour essayer de booster un truc, stabiliser là. Voilà, c'est ça. Quand tu me dis un pilote aujourd'hui, c'est plus seulement quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui comprend la voiture, etc. Est-ce que c'est une vie aussi ? Parce que on a l'impression que un pilote, il monte dans sa voiture, il fait sa course le dimanche, et puis bon, le reste du temps, tu vois, enfin, il a fait ses qualifs, mais est-ce que c'est une vie tous les jours, toute la semaine? Toi, tu travailles tous les jours? Bien sûr. J'ai un programme que Ferrari m'envoie, donc pour le simulateur, pour le développement. Maintenant, j'ai 2 championnats aussi que je dois faire sur le côté, on va dire.
Donc voilà, j'ai vraiment la partie Formule 1 qui est Formule 1, le développement, donc avec des tests dans la vraie voiture, des tests au simulateur, des tests, on va dire, de nouveaux packages aéro qu'on veut emmener à que ce soit, enfin, n'importe quel circuit. Donc j'ai vraiment cette partie Formule 1 et j'ai aussi cette partie GT3 et LMP2, donc c'est vraiment, on va dire, c'est le challenge un peu le plus gros, on va dire, cette année pour moi, c'est vraiment de s'adapter à chaque voiture et d'exploiter aussi le maximum de chaque voiture. Ah oui, parce qu'à chaque fois, il faut remettre reset, quoi. Et ça n'a rien à voir. Ça veut dire c'est des voitures qui fonctionnent complètement de manière différente, ou des technologies et aussi des réglementations qui sont complètement différentes. Je prends l'exemple, par exemple, en GT3, on a l'ABS, donc c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé avant. On a l'ABS, le traction control, on peut toucher pas mal de choses qu'on peut pas toucher en Formule 1. En Formule 1, on n'a pas d'ABS, on n'a pas de traction control, on n'a rien du tout de tout ça. Donc déjà, voilà, tu as un aspect réglage, on va dire, supplémentaire. La voiture doit être réglée d'une manière différente parce qu'on a ces outils-là qui font un peu de boulot pour nous. Qui sont des outils de confort quand même, non ? De confort, oui. Moi, j'aime pas trop, mais... t'aimes pas ? Non, mais je préfère conduire honnêtement sans ABS et... Voilà, je préfère le style de conduite qu'il y a avec une Formule 1. Mais du coup, avec l'ABS, tu bloques moins les pneus ? Tu bloques moins les pneus. C'est, en gros, oui, t'as un petit capteur de vitesse, on va dire, sur les 4 roues. Dès qu'il y en a une qui perd un peu plus de vitesse que l'autre, on sait que ça a bloqué. Du coup, on relâche un petit peu de pression sur la roue qui bloque. Et ça fait un peu des vibrations sur les freins. Et voilà, ça nous aide à pas bloquer un axe ou juste une roue, ça peut relâcher un peu de frein sur une roue. Donc c'est un style de conduite aussi qui est complètement différent. En LMP2, on n'a pas cet ABS, par contre on a traction control. En F1, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Tu voyages beaucoup ? Je voyage beaucoup. Je passe, je pense, plus de la moitié de ma vie sur l'autoroute italienne entre Monaco et Maranello. Tu fais ça en voiture ? Ouais. Ah ouais. C'est 4 heures de route à peu près, Monaco-Maranello. Je pas envie de prendre un avion parce que ça me prend plus de temps. C'est faisable honnêtement. Moi, ça me dérange pas de faire la route. Donc je prends généralement, voilà, je pars à 20h du soir à Monaco et puis à minuit t'es là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu avant généralement dès qu'il n'y a pas trop de trafic. Ça, c'était ma question. Tu fais gaffe quand même quand tu roules sur la route avec tout le monde ? Oui, très attention. Bon. Est-ce qu'il y a un circuit que tu préfères ? Parce qu'on dit toujours, les pilotes, ils ont leur circuit. Moi, j'entends les commentateurs, machin, qui disent ça, c'est son jardin, c'est l'endroit qu'il aime, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on a des circuits qu'on préfère ? Alors, un circuit que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup performé à chaque fois que j'ai été, ça s'est bien passé, c'est Budapest. Ah ouais ? C'est un circuit où j'ai tout le temps été assez rapide, que ce soit en qualif, en course, je veux dire. J'étais plutôt bon. Après, celui que je préfère à conduire, honnêtement, c'est Jeddah. Pas beaucoup de pilotes répondent ça. Non, je m'attendais à un circuit européen, tu vois, moi. Non, mais Jeddah, juste à conduire, honnêtement, c'est fou. Il y a que des virages rapides. Tu sors au millimètre des murs. C'est vraiment. Ouais. Tu sens le risque. Et c'est la première fois, on va dire, que. Dans ma carrière, parce que je fais pas vraiment attention, mais pas attention au risque, c'est vraiment quelque chose qui me sort un peu de l'esprit. Mais Jeddah, c'est vraiment, surtout en Formule 2, dès qu'on ouvre le DRS, la dernière partie, le secteur 3 quand on ouvre le DRS, on a l'arrière qui part un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu de virage. Et en fait, on perd un petit peu l'arrière et on est obligé de sortir à 1 mm du mur à l'extérieur, et t'es à 300 km/h entre ces murs. Donc tu vois tout défiler à une vitesse énorme. Et Jeddah, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est impressionnant. Ouais. Non, les premières fois à Jeddah, c'était fou. Quand je mets à côté 1 mm et 300 km/h, je mesure la complexité du truc, tu vois. Je me dis que tu te parlais de chance tout à l'heure, ça passe pas à grand chose à chaque fois. Hein. Ouais, après. 1 mm, ça peut être 5, ça peut être 6. En vrai, mais même 1 cm, enfin Arthur, tu vois, 1 cm, 300 km/h, c'est déjà. Ouais, non, c'est pour exploiter, on va dire, le maximum à Jeddah, en tout cas, faut vraiment pousser entre les murs, et c'est des virages très très rapides, donc la moindre erreur peut être
tu peux finir dans le mur. Ouais. Et c'est là où je ressens, on va dire, le plus de sensations. Quand on finit un Grand Prix comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? D'abord, j'imagine qu'on est rincé, fatigué. On est très fatigué, tout dépend de la catégorie. En Formule 2, je sais que c'est compliqué, c'est très compliqué au niveau des bras. Ça dépend pas mal d'équipe en équipe parce qu'on utilise différents réglages. Moi, dans l'équipe où j'étais, c'était l'équipe où le volant était le plus dur. Et puis volant le plus dur, c'est quoi? Ça veut dire que la direction, elle est réglée très précisément, en fait? Donc en gros, ouais, il y a plusieurs différentes... On peut attacher les suspensions à un endroit un peu différent sur le cockpit. On va dire qu'on avait attaché peut-être les suspensions un peu différemment que les autres. Et puis aussi, en gros, il y a un réglage, donc ça s'appelle le caster. Donc c'est la chasse où ça met aussi pas mal de poids sur la roue intérieure dès qu'on tourne. Et ça influe énormément la dureté du volant. La dureté du volant, ouais. La dureté du volant pour les gens qui... Voilà. On roulait en maximum caster. C'est les gens qui nous écoutent, la dureté du volant, ça veut dire que quand tu tournes, avec beaucoup de vitesse, hein, c'est plus lourd, quoi. C'est plus, ça répond moins vite, quoi. C'est ça. Ça répond moins facilement. C'est ça. En fait, c'est comme si vous éteignez votre voiture et vous essayez de tourner le volant. C'est aussi dur, on va dire, à tourner en temps normal. Comme ça. Tu me dis que c'est aussi dur comme ça pendant toute la course? Oui, c'est plus dur. Parce que là, t'es à 0 km/h dans ta voiture et il se passe rien. Bon, ça dépend comment la voiture est faite, combien de poids il y a sur l'axe avant. Donc, ça peut varier de voiture en voiture. Mais je veux dire, c'est comme si on éteignait le volant. Donc, la direction assistée, elle fonctionne plus. Parce que nous, on n'a pas de direction assistée. Donc, vous éteignez votre voiture, vous tournez le volant, c'est pareil. Sauf que dès qu'on est à 300, t'as 900 kg d'appui aérodynamique qui est en plus sur la voiture. Donc la voiture pèse 900 kg de plus que si elle était arrêtée. Donc voilà. Donc là, c'est très compliqué à tourner. Là, je suis en train, parce que les gens qui nous écoutent ne nous voient pas. Là, je suis en train de te regarder et je me dis comment il fait, quoi. Comment il fait? Parce que je sais pas si t'imagines, mais les gens qui regardent les courses et qui n'ont pas piloté franchement ni fait un tour de circuit dans leur vie n'imaginent pas qu'il se passe tout ça dans la voiture, hein. Ça après c'est en Formule 2. En Formule 1 il y a un système, moins dur. C'est le power steering, donc ils ont l'assistance au volant pour tourner la voiture, donc c'est un système hydraulique. Ils sont dans des fauteuils les gars, quoi. Ou électrique, la voiture décolle pas, ils ont des suspensions, machin. Ouais. Non non, heureusement qu'ils ont ça parce qu'avec le niveau d'appui aérodynamique qu'ils développent dès qu'ils sont à 300-250 km/h, ce serait impossible de tourner le volant. Donc il y aurait... Un humain ne pourrait pas tourner le volant. Ou alors il faut être bodybuilder, mais au bout d'un moment, je pense qu'on rentrerait plus dans les voitures. Mais ils ont le DRS eux aussi. En F2 aussi on l'a. Donc oui, ça le DRS ça influe en rien sur la... C'est juste un aileron arrière qui s'ouvre et qui te réduit la traînée en ligne droite. Donc c'est juste pour aller plus vite en ligne droite. Tu prends un petit coup de boost quand même. Ouais, c'est un peu comme si tu mets ta main sur l'autoroute perpendiculaire au vent, là, ça force. Dès que tu la mets parallèle au vent, ça force plus. Ça force plus. C'est exactement le même principe, sauf que dès que tu es à 300 km/h et que tout le monde est très très serré, ça fait des écarts de 20 km/h au fond de la ligne droite. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Dès que... Moi j'apprends plein de trucs là. 20 km/h de différence. Ça dépend. Après, c'est parce que C'est vrai que sur les... Pardon, je te coupe, mais c'est vrai que sur les images, quand les commentateurs de F1 te disent il a mis le DRS, ou il peut mettre le DRS et qu'il active, tu vois quand même à l'œil que ça va pas un peu plus vite, mais tu sens que c'est plus fluide, quoi. C'est plus fluide et... C'est exponentiel, on va dire. C'est ça, c'est donc à 50 km/h, 51, c'est pas le même effet que 300 et 301 km/h. C'est beaucoup plus. Donc plus on monte en fait en vitesse et plus, la traînée, ça fait une grosse différence. Donc, ouais. Alors tu me disais que tu voyageais beaucoup. Tu faisais beaucoup des allers-retours avec Maranello. J'imagine que après tu voyages sur tous les circuits sur lesquels tu cours. Est-ce que Monaco c'est resté ta maison quand même? Bien sûr, Monaco ça reste tout le temps ma maison et c'est l'endroit où je me sens le mieux
le mieux sur Terre. Tu dis et désolé, hein, j'ai pas regardé mes fiches, mais tu dis j'ai commencé à 17 ans. Est-ce que ça veut dire que tu as lâché l'école, le lycée à 17 ans ? Oui. J'ai dû lâcher le lycée parce que j'étais beaucoup... On va dire que j'étais pas non plus un super motivé à l'école. Je te sens venir. J'étais pas non plus super motivé à l'école. Oui, mais bon, tu me dis avant qu'on commence cette conversation, tu m'as dit moi je suis plus à l'aise en anglais, donc t'étais pas super à l'aise à l'école, mais tu parles anglais couramment quand même. Et dès que j'avais 17 ans, je parlais pas du tout, je parlais pas un mot d'anglais. Je parlais très très peu, à part dire dog, cat et Brian is in the kitchen, je disais pas grand chose. Donc j'ai dû apprendre. T'as appris quand même. Ouais. En fait, dès que j'ai su que j'allais faire la saison, donc à mes 17 ans, grâce aussi à l'aide de mon oncle, donc Thierry Mani, qui aujourd'hui est à Stage Vélo. Il est venu là. Ah ben, parfait. Mais en fait, c'est lui aussi qui m'a aidé, et c'est lui qui a contribué à ce que je reprenne le sport auto. Donc voilà, sans lui, je serais même pas là. Donc voilà, il m'a offert l'opportunité aussi. Il t'a remis le pied à l'étrier, quoi. Voilà, de repartir, de faire une saison en sport auto. Et dès que j'ai su que j'allais faire cette saison, je savais que c'était maintenant, c'est soit maintenant, soit c'est fini. Et c'est soit ça se passe bien, et soit alors je rentre à la maison et je retourne à l'école. Et malheureusement, j'étais pas très motivé à l'école. C'était pas vraiment. Donc j'ai appris l'anglais en l'espace de 2-3 mois. C'est bien seul, ça. C'est bien. Comment t'as fait avec des casques et tout, en écoutant des trucs ou... Non, pas vraiment, un truc un peu bête, mais juste je réfléchissais en anglais. En fait, dans ma tête, je fonctionnais en anglais. C'est une bonne idée, ça. On se parle souvent, je pense. Hein. Moi, en tout cas, je me parle souvent dans ma tête et tout ça. Et j'essayais vraiment de parler en anglais. Dès que je bloquais sur un mot, je prenais traducteur et je cherchais. Et puis, bien sûr, après, je cherchais aussi les langages spécifiques au sport auto. C'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup de réglages dans la vie de tous les jours. Mais voilà, j'ai essayé de m'intéresser, en tout cas, à toutes les parties qu'on pouvait toucher ou toutes les possibilités de réglage que je cherchais sur le traducteur. Voilà, comment on dit ça. Au début, ça a été un petit peu compliqué, mais après la première course, j'avais une conversation, pas une conversation de fou, mais en tout cas, je savais de quoi je parlais avec mes ingénieurs. Et c'était un petit pas, mais c'était important d'avoir ça, pour avoir une base. Et puis, j'imagine que quand on est dans la voiture et qu'on parle à des ingénieurs, il vaut mieux savoir ce qu'on leur dit, quoi. Oui. Et puis à la fin de mes 17 ans, à la fin de l'année, en fait, je parlais couramment. Ouais. Couramment, je pense que c'est un grand mot, mais je parlais très bien. Quand tu as dit à votre maman, puisque que tu lui dis bon, alors moi aussi je vais faire des courses là. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle le sentait venir ou pas ? Parce que bon. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle le sentait venir. La surprise complète. Alors, oui, bien sûr, parce que je pense que j'étais encore un peu jeune, on va dire, et puis c'était la première concernée. J'étais acheté à l'école, donc je veux dire, c'était un peu la première concernée. Mon père était plus là, donc oui, je pense que elle savait, elle l'avait vu venir, mais c'était pas, c'était pas donné, quoi. Je veux dire, moi, au début, on a commencé en fait seulement avec un test en Formule 4. Je me rappelle mes premiers tests, c'était avec Prema à Adria. Et puis en fait, c'est de là où c'est vraiment parti. On a commencé à faire ce test en se disant bon, voilà, on verra s'il est bon ou pas. Et si je suis pas bon, on aura essayé, on lui aura donné sa chance, on va dire. On prend 2 jours de test et on regarde un peu son évolution. Et dès la première journée, c'était très bien passé. J'étais plus rapide que quelqu'un qui faisait le championnat à ce moment-là et qui était très bien placé. Il était dans le top 10, top 5. Je veux dire, c'était pas trop mal. Bien, c'était un bon, quoi. Et j'étais plus rapide dès les 2 premières journées de test. Et c'est là où on a commencé à réfléchir un peu plus sérieusement à aller faire une saison en Formule 4. Et j'ai commencé en Formule 4 France, où justement j'ai fait le championnat avec Théo Pourchère. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et je fais dans le 5e, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Tu fais top 5, quoi. 5e, ou 6e peut-être, max, mais
dans le top 5. Et puis ensuite, après, j'ai fait la Formule 4 Allemagne. Donc là, il y avait énormément de niveaux, énormément de personnes. 40 pilotes, Paul Aron, Denis Hogger, Pourcher, beaucoup de pilotes qui sont en Formule 2 aujourd'hui, qui ont été, qui maintenant ont évolué. Et j'avais fini 3e de ce championnat et c'était assez proche de Théo qui était mon coéquipier. Donc après ce championnat, en fait, c'était vraiment ça a pu me faire décoller. Justement, c'est là où Ferrari m'ont pris après ma 2e saison de ma carrière, on va dire, et c'est là où justement ça m'a fait. Tu parles de Théo, et qui était ton coéquipier. Est-ce qu'il y a une émulation ? Est-ce que le fait d'être avec quelqu'un dans une équipe avec qui tu t'entends bien, est-ce qu'un autre pilote, est-ce que ça fait grandir ? Parce que on a l'impression quand même, enfin c'est légitime, qu'il y ait une concurrence. Parce que tu le disais, il faut être le plus rapide, peu importe, copain, pas copain, il faut être devant, quoi. Et est-ce qu'il y a quand même des moments où vous arrivez, j'imagine que c'est différent pour chacun, mais pour toi, est-ce qu'il y a des moments où ça te porte un peu ? Oui, honnêtement, c'est pas le... Enfin, c'est un peu le dernier de mes problèmes, la relation que j'ai avec mes coéquipiers, en tout cas en dehors du circuit. Après, bien sûr, sur le circuit, enfin, je trouve que c'est très important d'avoir un respect des règles que l'équipe donne. Ça veut dire que si on veut pas d'accrochage ou quoi, c'est pas d'accrochage. Enfin, faut rester professionnel. Il y a des manœuvres qu'on fait pas, quoi. Si on sait que ça peut. Il y a des manœuvres qu'on fait pas. Après, c'est différent. Quand on n'est pas en Formule 1, les choses se passent de manière très différente. Tu payes pour faire ta saison. T'es pas payé pour. Ça inverse le processus. C'est différent. Donc, je veux dire, si t'es là, tu payes. Si tu payes, c'est pour gagner. Aujourd'hui, il n'y a aucun pilote qui ne paye pas pour conduire, que ce soit de la Formule 2 jusqu'au karting. Il n'y a qu'en Formule 1 où on commence à être payé. Donc c'est un énorme investissement jusqu'à la Formule 1. On achète son volant, quoi. Ton coéquipier, en fait, c'est un peu même ton pire ennemi, on va dire, sur le circuit, parce que tu dois le battre. C'est ta comparaison directe. Celui qui a la même voiture que toi, même moteur, enfin même tout. Donc c'est vraiment la comparaison directe et t'es avec lui et c'est le premier que tu dois battre. Après, bien sûr, dès que tu arrives en Formule 1, dès que tu arrives dans d'autres catégories, que ce soit peut-être en endurance, aussi en hypercar, enfin quand tu deviens un pilote professionnel, donc payé, là l'approche est complètement différente et bien sûr, il faut que tu essayes de marcher vers le team, vers l'équipe. Personnellement, est-ce que tes amis ils sont pilotes aussi ? Alors avant, j'avais pas beaucoup d'amis pilotes, ou alors j'essayais de garder une distance parce que je suis pas je suis pas là-bas pour me faire des amis et je suis plus donc t'es là pour les battre, quoi. Voilà, c'est ça. Disons les choses clairement. Donc je gardais vraiment une attitude assez, on va dire, pro. Après, c'est vrai que j'ai un peu évolué et c'est vrai que je me suis fait quand même pas mal d'amis sur le circuit. Après, je pense que les choses ont évolué aussi. Je suis plus en compétition directe avec eux. Donc ça change un petit peu. Mais bon, après, j'arrive quand même à faire beaucoup la différence entre ce qui se passe sur le circuit et ce qui se passe en dehors. Ce qui se passe sur le circuit, pour moi, il y aura jamais de cadeau et il y aura jamais d'amis sur le circuit. Comme j'ai dit, à part si je veux dire il y a des directives de l'équipe et que dès qu'il, enfin je suis pas une tête dure non plus, mais par contre oui, je me suis fait quelques amis dans le sport auto. Parce que moi je viens d'un sport collectif où c'est encore plus difficile, hein. Ouais. Moi j'ai joué au basket et c'est compliqué parce que alors évidemment, comme on a des postes différents, on n'est pas en compétition avec tout le monde, mais il n'y a que 5 places sur le terrain, quoi, hein. Ouais. Donc je me suis toujours dit, j'ai vite réalisé que on est sur le terrain comme on est dans la vie, en fait. Est-ce que sur le circuit c'est pareil ? Tu penses être le même dans ta voiture que dans ta vie de tous les jours ? Dans le sens les valeurs que tu as en tête, non ? Je pense pas. Plus non, c'est différent. Pour moi en tout cas, c'est différent. Je trouve pas que je suis exactement le même dans la voiture ou en dehors. J'ai plusieurs être moins options. Compétiteur dans ta vie perso alors ? Non, non, je suis très très compétiteur. C'est-à-dire que tu vois ? oui, n'importe les, oui,
dans ce cas, globalement, on va dire, je suis quelqu'un de très compétiteur dans n'importe quel sport, et c'est vrai que voilà, dès que j'ai tout le temps envie de gagner, et dès que je suis pas très bon à quelque chose, j'ai envie de m'améliorer et de passer du temps sur cette chose pour essayer d'être le meilleur. Donc dans ce cas-là, oui, je suis assez similaire dans le sport auto. Mais après, on va dire, c'est compliqué de faire vraiment un lien dans le sport auto. Et ça dépend. Il y a des moments où peut-être je dois être plus agressif en sport auto et je vais être très très agressif avec certaines personnes. Il y a des moments où... Donc c'est compliqué. Mais oui, globalement, je suis quelqu'un de très compétiteur et ça se répercute aussi sur la manière de conduire et dans le sport auto. Et là, alors, avec une bande... Alors, est-ce que c'est des copains? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que vous lancez une marque? Oui. Qui s'appelle Daguet, pour ceux qui ne savent pas. C'est un mot monégasque. Oui. Qui veut dire aller, quoi. C'est en ça. gros, allez, go, quoi. Oui, à peu près. Ça. C'est quoi l'aventure? C'est des copains qui te parlent d'un truc qu'ils font et toi qui as envie de les rejoindre? Comment ça se passe? On a fait connaissance début d'année. Et puis oui, on est vite devenus amis. Au début, on s'était approchés. C'est pas des gars qui sont dans les courses? Non. D'accord. Non. Et puis en fait, on s'était rapproché avec Anto, Will et aussi Marco. On s'était rapproché justement pour parler de Daguet. J'avais entendu qu'ils avaient fait la bière aussi, le MC Beer. Oui, parce que eux, ils partent pas de zéro. Hein. Voilà, ils ont déjà une marque de bière. Donc ils ont pas mal déjà d'expérience, ils savent déjà de quoi ils parlent. Et puis ils m'ont présenté cette boisson, qu'ils m'ont fait goûter aussi, que j'ai aimé, et puis. Ah, t'as testé? Ah bien sûr, j'ai testé. Je suis obligé d'essayer. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, et puis c'était aussi une manière d'essayer de mettre en valeur aussi la boisson, de soutenir aussi un produit qui vient de Monaco. Et puis voilà, on s'est vite tous très bien entendus. Donc maintenant, on est plus copains qu'associés. Et puis voilà, on a décidé de faire cette marque, donc Daguet, avec c'est des boissons justement qui sont saines, qui ont très peu de calories. On pense pas, ça dégrade pas la santé, on va dire, comme peut le faire d'autres boissons aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc voilà, c'était vraiment pas le soda l'objectif. Sucré, Voilà, c'est ça. Et l'objectif, c'est de sortir un soda que tout le monde puisse boire, que même moi, par exemple, athlète qui suis dans une diète. Tu fais attention? Je fais attention, bien sûr, surtout encore plus en endurance, parce que je dois faire très attention à mon poids. Il ne faut pas être trop lourd. Faut pas être lourd, faut pas du tout être lourd, et surtout en endurance, parce que les règles sont différentes qu'en Formule 1. Donc plus léger tu es, mieux c'est. Donc voilà, d'avoir ces boissons, ces sodas, on va dire, qui justement sont très peu caloriques. Boire de l'eau toute la journée, au bout d'un moment, c'est un peu triste, hein. Oui, voilà. Donc le but vraiment, c'était de faire des sodas qui sont très peu caloriques et qui sont aussi faits pour les athlètes, qui sont sympas à boire, quoi. Voilà, c'est ça, qui sont bons aussi. Bah ouais. Est-ce que c'est une façon pour toi aussi, je sais pas, je pose la question, de te dire il y a autre chose que le circuit, je peux aussi me consacrer à autre chose, parce que là, quand on t'écoute, on a l'impression que la voiture, c'est beaucoup dans ta vie. C'est toute ma vie aujourd'hui, la voiture. Après, oui, c'est sûr que ça me dit, il y a pas que la voiture dans la vie, et puis de lancer ça aussi avec Will et Anto, c'est super. Et puis ça me déconnecte, on va dire, ça me sort un petit peu de ce train de vie qui est uniquement sur le sport auto. Et honnêtement, oui, ça apporte une petite vague de fraîcheur. Parce que tu parlais de Thierry, donc ton oncle. Et quand il est venu là, il nous a dit, pour moi c'était important, stage vélo, ça devait être des vélos assemblés à Monaco, conçus à Monaco, parce que pour moi c'était notre ADN, c'était notre histoire. Et là, quand vous lancez Daguet, est-ce que vous arrivez quand même à garder dans ces boissons un ADN Monaco? Oui, bien sûr, et puis rien qu'à par rapport au nom, c'est pour ça qu'on l'a appelé Daguet, c'est justement l'objectif. Hein, là, quand on le lit, ça paraît tout simple, mais il fallait y penser quand même. Oui, non, mais c'est justement l'objectif, c'est vraiment de faire une marque vraiment monégasque. Et puis voilà, l'objectif, c'est vraiment de pas perdre le lien avec parce que quand t'es perdre le lien avec Monaco, et vraiment d'être que le premier lien qu'on fait, c'est qu'on soit associé à Monaco,
et voilà. Quand tu es dans le monde, juste avant qu'on termine, quand tu es dans le monde et que tu cours, est-ce que les gens comprennent quand tu dis je suis monégasque? Parce que moi, ça m'est arrivé, à l'étranger, les gens me disent monégasque. Monégasque, c'est quoi alors? C'est français, c'est italien? Enfin, ils savent pas, quoi. Oui, alors oui, mais de plus en plus maintenant, Monaco, ça commence à être connu. Je pense que mon frère est aussi un peu pour quelque chose. Bah oui. Mais je veux dire, je pense que Monaco, c'est très très connu. Je pense que c'est quand même vraiment connu pour être le meilleur pays du monde, la meilleure ville du monde. Je veux dire, c'est... Moi j'adore. Bah oui, non, mais c'est sûr. Moi j'adore. Voilà, c'est vraiment. Il y a que ici je me sens à la maison. N'importe quel endroit dans le monde, il n'y a pas un seul endroit où je me sens pas plus à la maison qu'au Monaco. Donc, et je pense que les gens se rendent compte aussi de la chance qu'on a de faire partie de Monaco. Ouais. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Un volant en F1? C'est quoi si là j'avais une baguette magique, et qu'est-ce que tu me demanderais? Bon, mon but aujourd'hui, je pense que ce serait d'aller en hypercar. Avec Ferrari. Pour moi, c'est un rêve de faire les 24 heures du Mans avec Ferrari, avec une équipe aussi mythique que Ferrari, qui ont gagné déjà les 2 années passées. Pour moi, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. 2025, 2026, enfin proche à l'avenir. Ok, bah écoute, voilà, là j'ai actionné la baguette, on verra. Merci. Merci Arthur, c'était vraiment sympa, merci beaucoup. Merci beaucoup.